Comment créer une sensation de mouvement dans un tableau? Comment créer du dynamisme dans une image qui, bien sûr, ne bouge pas? Comment peut-on montrer l'imminence de quelque chose rien qu'avec une peinture? Tout ça, ce sont les questions que nous allons se poser dans cette leçon. Et en bonus, je vous montre comment la direction de l'image change notre perception de l'action dans le temps. Est-elle dirigée vers le passé ou vers le futur? Quels sont les codes à respecter? Et comment différentes cultures interprètent cette direction dans le temps? Tout d'abord, je vous explique tout ça avec des schémas très simples et ensuite avec des exemples de tableaux célèbres. Suivez-moi. Pour répondre à toutes ces questions, il faut s'attaquer au concept de composition statique ou dynamique. Statique, c'est-à-dire qui ne bouge pas, et dynamique, qui bouge. Bien sûr, en réalité, rien ne bouge sur notre feuille ou notre toile, mais notre cerveau va interpréter certaines images comme statiques, immobiles, et d'autres comme dynamiques, qui vont nous donner l'impression de mouvement. Prenons un exemple très simple. 2 lignes verticales, comme ceci. C'est une composition statique. Un autre exemple, 2 lignes horizontales, c'est également une composition statique. Maintenant, je vais introduire une petite différence dans ma première image et je vais créer un angle. Et là, on a tout de suite l'impression d'instabilité dans cette image. On pourrait dire, tiens, c'est un arbre qui va peut-être tomber, qui penche et qui va tomber. Même chose dans l'autre exemple. Une ligne qui n'est plus horizontale nous donne l'impression de pente inclinée, une sensation de mouvement. Je peux exagérer ça encore plus en créant quelque chose comme ça. Et là, nous pouvons imaginer que c'est un chemin qui mène quelque part. Autre exemple, un cercle sur une ligne horizontale. Composition statique. Rien ne se passe, rien ne bouge. Maintenant, si j'incline ma ligne horizontale, je place mon cercle, on ne peut s'empêcher d'imaginer qu'il y aura un mouvement, que c'est une balle qui va rouler sur cette pente. Pour augmenter encore plus l'impression du mouvement, je peux faire un petit truc comme ça. Je peux placer mon cercle en haut de la pente. Et vous voyez, c'est frappant, mais on a tout de suite l'impression que l'action est imminente, que cette balle va se mettre en mouvement. Faisons un exemple un peu plus complexe, maintenant avec un peu plus d'éléments. Je vais faire quelque chose comme ça. Et vous allez me dire si c'est une composition statique ou dynamique. Peut-être 5 éléments pour ne pas surcharger mon image. Voilà, quelque chose comme ça avec 5 éléments. Et je ne vous donne pas la réponse pour l'instant. Suspense, je fais avec les mêmes éléments, les éléments très semblables, je fais une composition un petit peu différente. Je vous laisse réfléchir à la réponse. Laquelle est statique et laquelle est dynamique? Voilà. Alors, ça pourrait tout à fait être une esquisse pour un tableau abstrait, les deux pourraient être des esquisses. Celle de gauche est une composition statique, celle de droite est une composition dynamique.
Vous voyez comment l'emplacement des mêmes éléments, avec des angles, en évitant d'avoir que des horizontales et que des verticales, en créant des lignes diagonales, va tout de suite créer une sensation de mouvement, de dynamisme, d'activité. Et bien sûr, la même chose va s'appliquer au figuratif. Maintenant, je veux aussi dire que l'une n'est pas meilleure que l'autre. Ça ne veut pas dire qu'une composition statique n'est pas bonne et qu'il faut la changer pour la rendre dynamique. Il faut simplement pouvoir voir la différence, distinguer les deux et décider ce que vous voulez faire avec votre tableau. Parce que vous voyez que l'impression est tout à fait différente entre cette composition de gauche et de droite. Ce sera la même chose si vous faites une image abstraite et si vous faites une image figurative. Vous devez faire ce choix. Est-ce que vous voulez une composition statique ou dynamique? Alors vous allez me dire, tout ça c'est très joli si vous faites de la peinture abstraite, mais qu'en est-il du figuratif? Regardons maintenant quelques exemples avec des schémas très simples. Comment ça s'applique à la peinture figurative? L'exemple le plus simple que je vous ai montré au début, les deux lignes verticales de notre exemple statique, ça pourrait être un portrait de face. Quelque chose comme ça. Une personne en face. Effectivement, composition parfaitement statique. Alors, plus votre composition est symétrique, plus elle va donner l'impression d'immobilité. Un portrait est rarement 100% symétrique, même si notre cerveau aime la symétrie. En tant que peintre, on sait que le visage d'une personne n'est jamais 100% symétrique. Donc, si vous créez un portrait qui est 100% symétrique, ça va vraiment faire très bizarre. Donc, en général, un portrait n'est jamais 100% symétrique. Il y a des éléments peut-être aussi en arrière-plan qui vont créer un peu de variété et apporter un petit peu d'asymétrie à tout ça. Ce type de structure va donner l'impression de stabilité, va souligner l'importance du sujet, sa grandeur, sa noblesse, et va donner une sensation de calme au spectateur. Si nous voulons apporter du mouvement ou du dynamisme à notre portrait, nous devons faire quelque chose de différent. Par exemple, nous pouvons faire un portrait de profil ou de trois quarts. Une autre façon, c'est d'inclure plus que simplement le visage de la personne, parce que là, on peut montrer le mouvement avec les bras, avec les jambes. Est-ce que la personne est debout, assise, allongée, etc. Donc vous voyez, pour créer du mouvement, pour donner du dynamisme, même à un portrait, il faut créer de la symétrie. Et c'est encore plus flagrant si vous voulez représenter une personne ou un objet en mouvement. Je vous montre un exemple. Une personne qui court, placée au milieu de la composition. On voit que la personne, le mouvement est le mouvement de courir, de bouger, mais la personne est au milieu. Une meilleure composition, une meilleure solution, c'est de laisser de l'espace devant la personne et de faire quelque chose comme ça. Et là, on a l'impression de beaucoup plus de mouvement parce qu'on a la place pour cette personne de se déplacer. Donc laissez cet espace vide. Si vous avez un oiseau qui vole, un chien qui court, une personne qui marche, toujours laisser de l'espace devant. Je vais parler de droite et gauche un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vous dis juste qu'il faut laisser de la place pour le mouvement. Parlons maintenant des paysages. Le paysage est typiquement une structure plutôt horizontale, même si vous avez des éléments verticaux comme des arbres, etc. Et si nous voulons introduire du mouvement, du dynamisme, il nous faut introduire des lignes diagonales. Par exemple, un chemin
une rivière, une route. Et bien sûr, un paysage n'a pas besoin d'être à la campagne, on peut tout à fait faire un paysage urbain et les mêmes principes s'appliquent. Nous aurons des éléments verticaux, les immeubles, et nous allons utiliser les lignes diagonales pour créer cette sensation de mouvement et de dynamisme. Une composition qui est plutôt statique que dynamique, c'est la nature morte. Et c'est pour cette raison-là que les natures mortes sont en général centrées. Alors ça ne veut pas dire que le point de convergence est au centre, mais l'ensemble des masses est en général centré sur la toile. J'ai une leçon qui parle du point de convergence en détail. Je vous invite à la voir si ce n'est pas déjà fait. Donc, si vous avez une nature morte, c'est tout à fait normal de placer votre vase avec les fleurs au milieu du tableau. On n'a pas besoin de laisser de l'espace à gauche ou à droite parce que, bien sûr, le vase avec les fleurs ne va pas se mettre à courir. Donc, tout à fait OK d'avoir une composition statique. Je sais que j'ai été un peu vite, donc résumons ce que nous avons appris. Pour créer une composition dynamique, nous avons besoin de différentes masses et l'espace vide compte aussi comme une masse ou une tâche. Et nous avons besoin de lignes diagonales. Si nous avons principalement des lignes verticales ou horizontales, il s'agit d'une composition statique. Je vous ai promis en bonus un éclairage sur la direction de la lecture passé-futur. J'ai une leçon qui traite de ce sujet, la direction de lecture et comment elle change notre interprétation de l'histoire d'un tableau. En résumé, si vous lisez de gauche à droite, vous êtes francophone, anglophone, germanophone, etc. Pour vous, la partie la plus à gauche est le passé et la partie la plus à droite du tableau est le futur. Dans les cultures qui lisent de droite à gauche, les langues arabes, l'hébreu, aussi le japonais, pour ne citer que, le sens va être inversé. Donc, dans l'exemple d'un portrait qui regarde de gauche à droite, normalement, on interprète ça. Le code, c'est que c'est une personne qui regarde vers le futur. Ça signifie l'espoir, la projection vers l'avant. Dans l'autre sens, de droite à gauche, ça implique l'introspection. Bien sûr, ce ne sont que des codes. Vous pouvez choisir de faire votre portrait dans le sens que vous voulez, mais les peintres classiques font comme ça, et donc c'est devenu quelque part une convention et un code. Et bien sûr, c'est lié au sens de la lecture, donc je pense qu'il ne faut pas l'ignorer complètement. Si ce contenu vous a plu, merci de laisser vos likes, de vous souscrire à ma chaîne et de cliquer la clochette de notification de nouveaux contenus. Comme promis, je passe maintenant à l'analyse de tableaux pour parler du concept de composition statique et dynamique. Premier exemple, il s'agit d'un autoportrait par Dürer et regardez, c'est exactement ce que je disais dans ma partie théorique, composition très très symétrique et donc parfaitement statique. La seule chose qui est différente de la gauche à la droite, c'est la partie illuminée, la partie à l'ombre et bien sûr cette main qui n'est pas symétrique gauche-droite. Mais autrement, c'est vraiment une image extrêmement symétrique et bien sûr cela donne beaucoup d'importance et de grâce à cette image, beaucoup de noblesse. Deuxième exemple, j'ai déjà utilisé ce tableau dans ma leçon précédente, mais je reviens là-dessus parce qu'il s'agit, on peut dire en quelque sorte d'un portrait, mais il y a un groupe de personnes. Et également ici, nous avons une composition qui est très statique parce que nous avons vraiment
presque un centre de symétrie, hein. On a ce personnage principal, la Madone avec l'enfant, et à droite et à gauche, ces deux personnages qui ont comme on l'a dit, les seconds rôles. Mais comme vous voyez, cette composition est vraiment statique, hein. On n'a pas de mouvement, on n'a pas de... Enfin, bien sûr, le mouvement du tissu, mais on a vraiment cette symétrie, et même les rideaux qui signifient en fait la séparation entre la terre et le ciel. Tout ça, vraiment, c'est orchestré pour créer cette symétrie et donner de l'importance et du poids à ce sujet principal qui est ici au milieu. Donc encore un très bon exemple de composition statique. Et même ici en bas, les chérubins, il y en a deux pour encore renforcer cet équilibre, cette notion d'équilibre et de stabilité. Donc pour les portraits, deux exemples très statiques. Maintenant, on peut approcher ça de façon un petit peu différente. Et c'est le cas de Sargent, un peintre américain qui s'est spécialisé dans le portrait. Et regardez ici, bien sûr, la personne est assise dans un fauteuil. On voit que cette femme ne bouge pas, qu'elle est très très calme, très relaxe. Mais en même temps, le fait d'inclure un peu plus que juste le visage de cette femme donne un peu plus de dynamique à cette image. On voit le mouvement, enfin le tissu qui tombe, on voit le bras qui est allongé, donc ça donne un peu plus de choses, un peu plus de mouvement, de direction à notre regard que simplement avoir le visage qui est vraiment ici en face. Donc si on avait un portrait comme Dürer l'avait fait, vraiment que la tête en face, eh bien ça aurait fait encore plus statique que ça. Et Sargent a choisi ce format-là, portrait vertical, mais d'inclure plus que simplement le visage du modèle. Donc tableau très beau bien sûr, très beau rendu du tissu, du visage, etc. Mais aussi intéressant de voir comment inclure quelques éléments en plus, créer un peu plus de dynamisme, même une image qui est quand même très statique, un portrait par définition. Un autre Sargent que j'ai aussi inclus dans une de mes autres leçons, où j'ai parlé du choix du format de tableau vertical ou horizontal, aussi un portrait, mais ici, le fait d'inclure à nouveau toute la personne et de lui donner cette position semi-allongée donne beaucoup plus de mouvement. On voit même que voilà, on a un pli et la jambe est ici sous cette robe. Et on peut se demander est-ce que la personne vient de s'asseoir, est-ce que cette jeune femme vient de s'asseoir ou est-ce qu'elle va se lever. Donc cette position de la jeune femme vraiment implique le mouvement et donne un peu plus de dynamisme à cette image qui pourrait apparaître très très statique sans ça. Et encore, regardez ici, très intéressant, la règle de tiers que j'ai couvert dans une de mes leçons au tout début de ce cours. Regardez le point d'intérêt principal, on peut dire le centre de cette composition puisque c'est un portrait, donc c'est vraiment le visage de cette femme qui est ce point d'intérêt principal. Eh bien, il est exactement sur ce cadran de la ligne des deux tiers, hein, donc le tiers du haut et le tiers en partant de la gauche. Et je mentionne ça parce que c'est vraiment intéressant de voir comment ces règles très simples sont utilisées, réutilisées par les grands maîtres de la peinture. Prochain exemple. Regardons maintenant un paysage et j'ai mentionné que les paysages, on risque souvent de tomber dans les paysages dans une succession de lignes horizontales et c'est toujours important de trouver des verticales et c'est souvent le cas avec les arbres, les bâtiments, etc. Mais également trouver un élément qui va donner du dynamisme à notre image. Et ici, Lévitan a choisi d'inclure cette rivière
En tout cas, elle a cadré cette image comme ça, elle a choisi cet endroit à cause de la rivière, j'imagine aussi, parce que ça donne vraiment un très beau chemin pour notre œil, pour suivre le cours de cette rivière, et ensuite de revenir et de faire cette balade, regardez, et de revenir ici, par le bas, au point de départ. Donc, dans un paysage, en général, on s'imagine qu'on rentre dans le tableau par le bas du tableau et qu'on peut cheminer d'une façon ou d'une autre le long de la rivière ici, ou simplement en regardant la rivière, et de faire le tour. Et c'est ça qui rend cette image tellement riche et intéressante. Et en fait, on ne se lasse pas de la regarder. Bien sûr, les couleurs sont très belles. La composition est très belle. Il y a beaucoup de lumière, de luminosité. Mais en plus, c'est cette possibilité pour nous de se projeter dans cette balade et de vraiment s'imaginer, d'aller visiter, d'explorer ce paysage qui est très beau. Et également ici aussi, la règle des tiers, je mentionne juste ça parce que je sais que c'est une leçon qu'on a vue au tout début. Mais regardez ici à nouveau la règle des tiers, 1/3 dédié au ciel et 2/3 à la terre. Et également ici aussi, ce point d'intérêt, cet arbre qui est tout seul, en contreposition à ce groupe d'arbres-là, eh bien, il est aussi placé à l'intersection de ces deux lignes de tiers du haut et cette ligne verticale. Et cet arbre-là est également là pour contrebalancer cette masse d'arbres que nous avons à gauche. Parce que imaginez avec votre main ou essayez d'imaginer que cet arbre n'existe pas, eh bien, vous voyez que ça va faire tout de suite très vide d'un côté, et de l'autre côté, on a ce groupe d'arbres qui a une couleur complètement différente à droite, et ce groupe d'arbres qui a vraiment cette couleur or, jaune, orangé, couleur d'automne. Et c'est pour cette raison-là que cet arbre, je ne sais pas s'il était réellement là lorsque Lévitan a peint ce paysage, mais en tout cas, soit il l'a rajouté par souci de composition d'équilibre, ou l'arbre était vraiment là. Mais je sais que souvent les peintres rajoutent des éléments, je le fais moi-même, et j'imagine très bien que par souci d'équilibre, il aurait pu rajouter cet arbre tout seul pour vraiment créer ce sens d'équilibre et d'unité dans l'image. Donc on a de l'oranger à gauche, on a de l'oranger à droite. Et encore à nouveau, ceci rend l'image très intéressante et très harmonieuse à regarder pour nous, le spectateur. J'aime beaucoup ce tableau. Encore un Lévitan, une autre façon d'aborder le sujet de dynamisme dans un paysage. Regardez ici, d'abord un format vertical pour cette image qui est un paysage, et l'introduction de cette figure, et bien sûr ce chemin qui est là vraiment pour créer du dynamisme à cette image. Et on voit aussi perspective atmosphérique. J'ai une leçon sur créer la perspective, le sens de la perspective dans une image. On voit très bien comment ici tous ces éléments jouent pour créer vraiment cette illusion de distance. Et le dynamisme également est créé grâce à cet espace vide qui est laissé devant la personne qui marche, cette jeune femme qui marche. Regardez à quel point il n'y a vraiment rien devant elle. C'est vraiment des grosses marques de pinceau et vraiment de l'espace vide, mais cet espace vide est nécessaire pour nous donner l'impression de mouvement. Ce que je mentionnais avant, si vous voulez créer une impression de mouvement, laissez de la place, surtout en avant de votre objet. Et si vous regardez la distance, si vous mesurez la distance réelle sur le tableau, eh bien, regardez, elle est quasiment la même devant que derrière. Bien sûr, avec l'effet de perspective, on a l'impression que la partie derrière est beaucoup plus longue, mais en réalité, quand vous regardez vraiment, si vous prenez une règle,
vous allez voir que la partie, c'est quasiment la même chose en termes de distance. Donc une très grosse partie réservée au vide pour créer cette dynamique et cet espace pour la jeune femme d'avancer vers nous. Très belle image également. Exemple de nature morte. Je vais encore montrer un chardin. Je sais que j'utilise beaucoup de chardin dans mes leçons, mais j'aime vraiment beaucoup ce peintre et je trouve qu'avec des objets de tous les jours, il a réussi à créer des compositions très intéressantes. Et comme j'ai dit avant, les natures mortes, eh bien, ça ne court pas à droite et à gauche, donc on n'a pas vraiment besoin de se soucier de laisser de l'espace à gauche, à droite. Et du point de vue composition, cette image est vraiment très symétrique. Alors bien sûr, les objets sont différents, mais si on fait abstraction des objets, entre la gauche et la droite, les masses, la forme sont quasiment symétriques, très proches. La partie de gauche est très proche de la partie de droite. Et c'est OK parce qu'il s'agit d'une nature morte et on n'a pas besoin de se soucier de cet aspect dynamisme. Le seul élément qui, on pourrait dire, ajoute un peu de mouvement, de dynamisme à cette image, c'est ce couteau. Et Chardin a utilisé cette astuce à plusieurs reprises, de poser un couteau glissé pour indiquer soit le centre de la composition, comme c'est le cas ici, ou contraster ce couteau, comme il a fait dans l'autre tableau Nature morte avec la tasse blanche, à contraster la couleur de la tasse, parce que dans l'autre tableau, il s'agit d'un couteau noir. Donc, voilà, je pense que ça n'étonne personne que pour les natures mortes, on est OK avec une composition statique. Maintenant, je veux parler de l'aspect regarder vers le futur et regarder vers le passé. Alors, je vous dis tout de suite, je pense qu'il faut prendre ça avec un grain de sel. Et c'est juste une info pour vous mentionner qu'il y a certains codes qui existent et que certains peintres vont les utiliser plus que d'autres. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, mais je pense qu'en tant que peintre, il faut simplement être au courant qu'il y a des conventions et que un regard qui est situé, qui regarde de la gauche à la droite, va impliquer regarder vers le futur, et un regard qui se dirige de la droite à la gauche, en général, veut dire regarder vers le passé, une introspection et un aspect plus mélancolique. Donc, vous pouvez casser cette règle, vous pouvez l'ignorer, mais je veux simplement vous mentionner, vous dire que cette règle-là existe, en tout cas cette convention ou ce code dans la peinture occidentale. Maintenant, la raison pour ceci, c'est que nous lisons de gauche à droite, en français, en anglais, en allemand, etc. Et les cultures qui lisent dans l'autre sens, de droite à gauche, vont interpréter l'ordre dans l'autre sens. Donc pour nous, quelque part, le début de la lecture commence ici à gauche et on s'avance vers la droite. Donc pour nous, le passé, je dis pour nous les occidentaux qui lisons de gauche à droite, pour nous, la partie gauche du tableau peut nous faire penser au passé et la partie de droite évoque le futur. Donc, théoriquement, si on applique cette approche, la mère de Van Gogh, parce qu'il s'agit du portrait de la mère de Van Gogh, regarde ici à droite et donc se projette dans le futur. Et par opposition, cet autre portrait de Van Gogh, cette jeune femme, regarde à gauche et c'est un portrait qui exprime l'introspection, la nostalgie, le regard vers le passé. Et regardez vraiment ici, bon, c'est vraiment le cas. Elle a posé son livre, elle est clairement perdue dans ses pensées et cet exemple illustre ça assez bien. Alors je ne sais pas à quel point Van Gogh suivait cette règle, il a fait des autoportraits dans les deux sens, autoportrait avec le bandage quand il s'est coupé l'oreille qui regarde vers le futur et beaucoup d'autres autoportraits qui regardent vers la gauche. Donc
on pourrait dire introspection vers le passé. Je ne sais pas à quel point Van Gogh utilisait ce code de la peinture. Je voulais simplement vous mentionner ça pour vous donner une clé de lecture et c'est à vous de choisir si vous voulez l'utiliser ou pas. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'était une leçon assez chargée. J'ai hâte de lire vos commentaires et n'hésitez pas à poser vos questions. Et bien sûr, abonnez-vous et laissez vos likes. Merci et à très bientôt. Au revoir.